Bienvenue à Afrique Midi, voici les titres de cette édition. En Côte d'Ivoire, le gouvernement et militaires sont parvenus à un accord à l'issue des négociations. Le président Alassane Ouattara promet de s'engager au respect de tous les engagements pris par le gouvernement. Et les votes pour la présidentielle ont commencé pour les Tunisiens de l'étranger depuis hier soir. En Tunisie, le scrutin va se dérouler ce dimanche. Mesdames, Messieurs, bonjour et une fois encore, bienvenue. Les négociations entre le gouvernement ivoirien et l'armée se sont soldées par un accord sur tous les points de revendication qui ont été présentés par les militaires. Pour faciliter les négociations, le président Alassane Ouattara avait mis en place un comité composé de membres du gouvernement et de généraux de l'armée. Ce comité, conduit par le ministre d'État, ministre de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, avait débuté les négociations ce mercredi au lendemain de la manifestation de protestation de l'armée. À l'issue des négociations ce jeudi, le chef de l'État a reçu les responsables des militaires. Ces derniers en avaient d'ailleurs fait la demande au préalable. Alassane Ouattara s'est donc engagé au respect de tous les engagements pris par le gouvernement. Et une fin heureuse des négociations. Nous écoutons à présent le porte-parole des anciens combattants intégrés dans l'armée. Il exprime ici sa satisfaction. Nous vous remercions par rapport à votre promptitude et à votre spontanéité dans la prise en compte de nos revendications. J'allais dire de nos propositions et ébauches de solutions. J'insiste là-dessus pour que ça ne prête pas à interprétation. Nous ne sommes pas en train de revendiquer. Dans l'armée, on ne revendique pas. Et nous en sommes conscients. Je voudrais donc vous dire, Monsieur le Président de la République, que l'ensemble de tous nos collègues ici présents vous disent merci. Ils sont très heureux aujourd'hui de pouvoir se retrouver dans la même salle que vous, parce que pour nous, en Côte d'Ivoire aujourd'hui, vous êtes l'être le plus cher dans nos esprits et dans nos cœurs. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est libre. Vous avez entamé de grands projets pour cette nation. Nous ne saurons en aucun cas être les destructeurs de ce grand projet que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Nous voudrions en outre circonscrire les débats afin que tout le monde sache que notre problème était purement d'ordre militaire et qu'il en sera ainsi. En Tunisie, les résultats définitifs des législatives sont attendus pour ce vendredi selon l'instance supérieure indépendante pour les élections. Et ce vendredi toujours, c'est également le dernier jour de campagne pour l'élection présidentielle prévue pour ce dimanche. Les Tunisiens de l'étranger, eux, ont commencé à voter depuis ce jeudi. Direction le Maroc à présent, les travaux du 5e sommet mondial de l'entrepreneuriat ont officiellement débuté ce jeudi à Marrakech. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée en présence de plusieurs invités de marque, notamment le vice-président américain, les présidents gabonais et guinéens. Un discours de circonstance de Sa Majesté Mohamed VI a été présenté aux participants par le chef du gouvernement marocain. En voici donc un extrait dans ce reportage. Liberté, mobilité sociale et prospérité, des valeurs auxquelles aspirent les jeunes entrepreneurs, des espoirs qu'il faut encourager. C'est ce que souligne le souverain dans son message adressé aux participants à la séance d'ouverture du Global Entrepreneurship Summit. Un message lu par le chef du gouvernement et qui revient sur l'importance de promouvoir l'esprit d'entrepreneuriat chez les jeunes Marocains. On ne naît pas entrepreneur, on le devient en s'engageant sur la voie du succès dans un rapport interactif entre l'effort, l'apprentissage et la maîtrise des difficultés. Également présents lors de cet important conclave, les chefs d'État gabonais et guinéens, Ali Bongo et Alpha Condé, sont revenus sur l'importance de développer l'innovation et les nouvelles technologies en Afrique afin de créer des emplois et de la richesse. L'ouverture au monde, le dynamisme, la propension aux nouvelles technologies sont des atouts indéniables à prendre en compte à travers une éducation entrepreneuriale, des stages professionnalisants et des mesures publiques incitatives.
Le sommet global de l'entrepreneuriat, c'est plus de 3000 participants venus d'une cinquantaine de pays différents. Et pour tous les responsables gouvernementaux présents, le consensus est clair. Il faut absolument promouvoir la culture entrepreneuriale chez les jeunes Africains pour faire face aux défis du 21e siècle. Au Mali, la Norvège, en partenariat avec le gouvernement malien et le PNUD, ont procédé ce mercredi à la signature d'un accord de financement dédié au Fonds Climat Mali, un montant de plus d'1 milliard de francs CFA pour permettre au gouvernement malien d'améliorer la gestion de son environnement et cela d'une manière profitable aux pauvres. Daouda Kamaté Ramassissé pour les détails. Depuis plusieurs années, le Mali subit de plein fouet les effets du changement climatique dû au gaz à effet de serre distillé dans l'air par la forte industrialisation des grandes puissances. N'étant pas un pays pollueur, aujourd'hui la désertification, l'insuffisance de la pluviométrie, la dégradation de plus en plus poussée de l'environnement et la rareté des ressources animales constituent des éléments suffisants pour constater combien le Mali est confronté à des problèmes conjoncturels. C'est pour cette raison que le pays, avec l'aide de ses partenaires, notamment le PNUD, a créé un fonds climat dont la finalité est de rechercher les ressources financières nécessaires afin de valoriser et promouvoir les secteurs de l'agriculture, de l'élevage, de la pêche et de la foresterie, entre autres pour une meilleure résilience des populations au changement climatique. C'est une contribution de la Norvège qui va complémenter une contribution déjà faite par la Suède. Donc c'est très important d'établir ce fonds qui ça va aider de faciliter la création de quelques initiatives sur l'environnement ici dans le pays. Donc le fonds a été créé pour aider le gouvernement d'avoir un moyen pour faire ces projets rapidement. À travers cette signature d'accord de financement, la Norvège met à la disposition du Fonds Climat Mali près de 1 milliard de francs CFA. Ce montant va permettre au pays et à sa population de s'adapter en vue d'une atténuation des effets des changements climatiques. Les effets du changement climatique sont visibles en Afrique. Les parties humides deviennent de plus en plus humides, les parties sèches, ça sèche davantage. Adresser les questions de changement climatique ne peut pas attendre. Ne peut pas attendre qu'on ait des accords de paix, ne peut pas attendre qu'on éradique Ebola. Il faut agir maintenant. Pour le gouvernement malien, ce geste de la Norvège est le signe de la forte amitié et la solidarité qui existe entre les deux pays. Le changement climatique, ça avait été rappelé tantôt, affecte de manière significative la vie sociale et économique du Mali et de nombreuses mesures sont pourtant prises pour y faire face. Toutefois, l'un des principaux obstacles à l'efficacité durable de la lutte contre les effets du changement climatique demeure à ce jour la faible mobilisation des ressources financières et du niveau à améliorer des partenariats techniques. Pour les partenaires techniques et financiers, la gestion de l'environnement ne peut être traitée indépendamment des autres questions de développement et doit aussi s'intégrer dans les efforts de réduction de la pauvreté et de développement durable. Au Sénégal, on retourne à l'apprentissage du français. C'est dans le but de maîtriser la langue, mais aussi d'être plus à l'aise dans le monde des affaires. On en sait plus dans ce reportage. Je m'appelle Salapen, Madame Ndiaye. J'ai 43 ans. Je suis en classe de C2 à IMCA. C'est sans complexe que la dame Salandiaï a pris son courage à deux mains pour aller s'inscrire et retourner à l'école française. Mère de 4 enfants, Madame Ndiaye est aujourd'hui comme ces centaines d'adultes qui essaient d'apprendre la langue de Molière. Et le résultat est extraordinaire. Elle commence déjà à se débrouiller toute seule. Aujourd'hui, c'est la rentrée des classes sur le chemin de l'école. Ami et Rémi, vêtus de leur plus beau vêtements. L'école m'a apporté beaucoup de choses. De lire, d'écrire et de parler. Maintenant, je lis mes messages. Vraiment, elle me fait très plaisir. Vraiment, parce qu'elle n'a aucun complexe dans ce qu'elle fait. Vraiment, elle se débrouille bien.
Elle n'a pas de complexe. Quand elle ne sait pas quelque chose, elle vient, elle me demande. Aujourd'hui, ces personnes font la fierté de leurs proches. Il est très loin le temps des moqueries et autres plaisanteries sur le statut d'élève. Ces élèves d'un genre bien particulier à la quarantaine assument le statut d'écolier et aujourd'hui, ils font des émules et suscitent même le respect de leurs concitoyens. Et cette bonne nouvelle pour les immigrés clandestins aux États-Unis, ils sont près de 5 millions qui pourront désormais y résider sans crainte d'être poursuivis. Barack Obama l'a annoncé la nuit dernière au cours de la présentation de son plan d'immigration. Et pour la communauté hispanique, c'est tout de même un soulagement, mais ce n'est pas la fin du combat pour autant. Dans cette banlieue de Miami, la communauté hispanique s'est donné rendez-vous pour écouter Barack Obama. À la fin du discours, ces immigrés ne cachent pas leur joie et leur émotion. Les annonces du président sont accueillies avec enthousiasme, même si leur combat ne s'arrête pas là. Je me sens soulagé, libre et je sens que j'habite ici. J'attendais davantage du président. J'aurais voulu que plus de personnes soient concernées. Mais je pense qu'après tout, les hommes politiques sont ce qu'ils sont et on doit continuer à se battre. Plus au nord, à Georgetown, dans l'état du Delaware, la cohabitation entre les immigrés latinos et la population locale n'a pas toujours été facile. Cette bourgade abrite aujourd'hui l'une des plus importantes communautés guatémaltèques des États-Unis. Gerson a fui la guerre civile dans son pays en 1990 pour rejoindre la ville. Mais à son arrivée, l'accueil est loin d'être amical. Mon frère et moi, on avait faim, donc on est entré dans un restaurant. Mais le propriétaire nous a dit qu'on n'avait pas le droit d'être ici. Ça, c'était le pire, cette sensation d'être discriminé. Quelques années plus tard, il a même racheté ce restaurant. Mais pour certains, le souvenir de cette époque est resté en mémoire. La première génération qui est arrivée dans la région de Delmarva il y a 20 ans, c'était une population rurale qui ne parlait pas anglais, principalement des hommes. Il y avait tous les problèmes liés à une première vague d'immigrants. En 20 ans, Georgetown est devenue une réplique miniature du Guatemala. Et même si certaines tensions demeurent, immigrés et populations locales cohabitent harmonieusement, preuve du chemin parcouru ces 20 dernières années. Michael Dos Santos serait-il réellement un des bourreaux du groupe de l'État islamique? Eh bien, c'est toujours la confusion. Il n'y a toujours pas de certitude sur l'identité du deuxième Français apparu dans la dernière vidéo diffusée par le groupe de l'État islamique. Pour Paris, il n'y a pas de doute. Cet homme qui apparaît sur la vidéo publiée par l'organisation de l'État islamique s'appelle Michael Dos Santos. On sait de lui qu'il est originaire du Val-de-Marne en région parisienne et qu'à l'automne 2013, il est parti rejoindre les djihadistes en Syrie en prenant le nom de guerre d'Abu Othman. Mais la question que France 24 se pose depuis l'annonce de la justice française, c'est de savoir s'il n'y a pas erreur sur la personne. Autre élément, Michael Dos Santos a réactivé ce jeudi son compte Twitter que France 24 a authentifié, un compte sur lequel il nie fermement être l'homme de la vidéo. Il ajoute même que sa propre famille ne l'a pas reconnu. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur Africable Télévision.